Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bruno Picard, j'ai en charge l'équipe technique chez Nutanix en France et pour l'Afrique francophone. Et l'objectif de la présentation est de vous faire un retour sur une enquête que l'on fait tous les ans, qui est faite auprès de décideurs IT d'un certain nombre d'entreprises, pas seulement américains, mais dans le monde entier, dont leur objectif est de mesurer leur adhérence aux technologies de cloud et là où ils en sont dans leur transition au cloud au sens large, que ce soit cloud privé, cloud public ou cloud hybride, on y reviendra tout à l'heure. L'enquête a été publiée au mois de décembre 2019. Elle a été faite auprès de 2650 grands décideurs du monde de l'IT, CTO, CIO en règle générale, d'un certain nombre de sociétés américaines et européennes et françaises. Et globalement, de manière non surprenante, ce que l'on voit, c'est que... Alors c'est un peu plus que l'enquête de ce matin, où on était aux alentours de 50%, mais 85% des répondants à cette enquête nous disent que selon eux, le modèle idéal est un modèle de cloud hybride. Alors cloud hybride, ça veut tout et rien dire. Cloud hybride, ça veut dire à la fois consommer du cloud public, bien évidemment, et de manière non surprenante, parce que effectivement, aujourd'hui, la majorité des éditeurs de logiciels fournissent leurs solutions logicielles en mode SaaS. Certains ne fournissent leurs solutions qu'en mode SaaS, mais aussi pour consommer de la ressource en sens IaaS et PaaS, bien évidemment. Et comme le disait tout à l'heure l'intervenant, M. Pido, il est clair que consommer de la ressource de manière, lorsque j'ai besoin de ressources de manière complètement saisonnale, il y a plus d'intérêt vraisemblablement à l'utiliser dans le cloud public que dans le cloud privé. Et lorsque je souhaite construire des infrastructures qui nécessitent un certain nombre de composants pour lesquels je n'ai pas les compétences en interne ou pour lesquels il est plus facile et plus rapide de les mettre en œuvre, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple dans le domaine des data lakes ou des environnements, on va dire, big data, où il est plus simple de les mettre en œuvre dans le cloud public, c'est quelque chose qui a du sens. À l'opposé, on retrouve le edge computing, et le edge computing est une composante aussi qui a été évoquée ce matin, qui est une composante majeure parce que on a de plus en plus d'objets qui sont connectés. Ces objets dialoguent, ces objets, s'ils remontent de l'information, on a besoin de traiter cette information. Et dans certains cas, les flux réseau, les problématiques de connexion entre les sites distants et le cloud public, par exemple, ou les sites distants et le cloud privé, par exemple, ou des problématiques de sécurité et de transfert d'informations entre les sites complètement distribués de manière géographique et un cloud privé ou public. Ces problématiques à la fois de sécurité et de connexion nécessitent et obligent à mettre en œuvre une infrastructure locale pour traiter les données qui sont générées par les capteurs ou par les objets IoT qui sont distribués de manière extrêmement vaste, le traitement et l'action qui est nécessaire d'opérer par rapport à ces données. Puis au milieu, on va retrouver le cloud privé. Le cloud privé, ça veut tout et rien dire, mais globalement, on va essayer de réexpliquer concrètement ce que ça signifie en tout état de cause pour Nutanix de manière globale. Le point important ici, c'est que 85% des entreprises disent que c'est le modèle idéal, mais pour répondre à ce modèle idéal, ils mettent en œuvre un certain nombre de prérequis. Pour eux, le prérequis fondamental, c'est d'avoir un maximum d'interopérabilité et de flexibilité dans la mise en œuvre de ce type d'infrastructure cloud hybride. Et interopérabilité et flexibilité, ça signifie dans un premier temps pouvoir déployer tout type d'application sur n'importe quel type de cloud. Alors, c'est simple à exprimer, mais c'est par exemple faire en sorte que si je décide de développer un nouveau service applicatif, ce nouveau service applicatif, au moment du déploiement, mais pas de manière rédhibitoire et définitive, mais au moment du déploiement, en minima, je puisse décider de le déployer là où je souhaite le déployer. Si c'est un besoin saisonnier, je souhaite pouvoir le déployer dans le cloud public. Si c'est un besoin de manière globale, je peux le déployer dans mon cloud privé, ou je peux éventuellement déployer des morceaux dans le cloud public et des morceaux dans le cloud privé. Et avoir un outillage qui permette de le faire de manière totalement transparente, quelle que soit la localisation du cloud, privé ou public, et quel que soit le type de cloud public, est quelque chose qui est remonté par les décideurs IT comme étant un point important. Exemple, je souhaite mettre en œuvre un environnement pour prendre de la commande rapidement dans un pic de charge. Eh bien, je peux pouvoir héberger mes serveurs web dans un cloud public, quel que soit le cloud public, éventuellement des serveurs web dans différents clouds publics pour améliorer la disponibilité globale de mon infrastructure.
Mais à contrario, tout ce qui est gestion de base de données, les données intrinsèques de ma clientèle, je souhaite pouvoir la conserver on-prem. C'est-à-dire que mon module applicatif, mon service applicatif est composé de plusieurs composants qui peuvent être et qui doivent être déployés sur différents endroits et découpés de manière extrêmement fine. Le deuxième exemple, par exemple, c'est je souhaite mettre à disposition des postes de travail virtualisés. Eh bien, les postes de travail virtualisés, pour mes VIP, je souhaite vraisemblablement les mettre à disposition dans mon cloud privé, parce qu'il y a des questions de sécurité, de confidentialité, que les données auxquelles ils accèdent sont des données hautement confidentielles que je ne souhaite pas voir sortir à l'extérieur. Mais à contrario, les postes de travail virtualisés que je vais mettre à disposition des utilisateurs qui vont éventuellement travailler sur une partie de mon SI pour une certaine période de temps, je dois pouvoir être à même de les développer exactement de la même manière, les mêmes types de postes, avec des fonctions applicatives différentes, mais globalement de la même manière, sur un cloud public, quel que soit le cloud public, et éventuellement sur plusieurs clouds publics, pourquoi pas sur GCP aux États-Unis pour une certaine population, et si je suis vraiment géographiquement dispersé dans le monde entier, sur AWS pour une autre population dans la zone Asie-Pacifique. Ça, c'est le premier élément qui est remonté, c'est l'interopérabilité et la flexibilité sur le déploiement des applications dans tout type de cloud. Le deuxième élément, c'est standard et éviter le vendor locking. Ça signifie quoi? Ça signifie faire en sorte que les infrastructures que je vais construire soient le plus possible complètement désolidarisées de la moindre technologie entre guillemets propriétaire. C'est ne pas dépendre typiquement d'une technologie de stockage particulière, mais utiliser des standards de stockage, d'accès au stockage, S3 par exemple, lorsque l'on parle d'objets, de stockage de données non structurées en NFS, en Hadoop de base, sans utiliser des technologies particulières. C'est pourquoi pas éviter d'être vendor locké au niveau de l'hyperviseur et pouvoir garantir qu'une machine virtuelle à un moment donné puisse tourner dans mon cloud privé sur un hyperviseur A ou dans le cloud public sur n'importe quel hyperviseur, n'importe comment, je ne sais pas quel hyperviseur tourne dans le cloud public. Si je suis chez GCP, c'est un hyperviseur A, si je suis chez Azure, un deuxième, et AWS, un troisième. Je dois pouvoir m'assurer que ma machine virtuelle en tant que telle, il n'y ait pas d'adhérence à l'hyperviseur, en tout cas au moteur qui l'a fait fonctionner à un moment donné. C'est lorsque je souhaite développer des applications cloud natives, c'est bien évidemment utiliser de plus en plus la technologie de container et a priori, lorsque je souhaite orchestrer des containers, utiliser des technologies qui soient les plus répandues en termes d'orchestration de containers, par exemple Kubernetes, et faire en sorte que les technologies Kubernetes que j'utilise on-prem soient globalement les mêmes et sortent d'un standard Kubernetes, ce qui est défini par l'Open Cloud Foundation. Être garanti que ce que je fais tourner sur mon infrastructure on-prem pour développer mes applications de nouvelle génération sous forme de conteneurs puisse être à tout moment migré portable sur n'importe quel cloud public qui utilise ces mêmes technologies de conteneurs et ne pas être complètement loqué à une technologie. Le troisième, c'est la liberté du choix de plateforme. On se fiche royalement de savoir quel type de plateforme tourne dans le cloud public. J'achète du CPU, de la RAM, du stockage. Je ne sais pas quel type de serveur fonctionne dans le cloud public. J'en ai strictement aucune idée. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à tout moment une technologie qui soit up-to-date. En termes on parlait tout à l'heure d'obsolescence de technologie et de la capacité que l'on a à faire évoluer les technologies de manière rapide et d'utiliser les dernières technologies. Et bien de la même manière, lorsque je souhaite construire mon cloud privé, il faut, si possible, être le plus indépendant du matériel pour pouvoir tirer profit des dernières technologies ou des technologies dont j'aurai besoin au moment où j'en ai besoin. Si je n'ai pas besoin de technologie 3D, 3DX Point, Optime d'Intel, je ne les utilise pas. Demain, si j'en ai besoin, je dois pouvoir en bénéficier et je ne dois pas être dépendant d'un fournisseur de solutions matérielles qui n'est capable de me fournir ces technologies que 6 mois ou 1 an après un autre fournisseur de technologies matérielles. Mais parce que j'aurais implémenté une fonctionnalité pour construire mon cloud privé, je serai loqué à ce fournisseur de matériel. Puis enfin, dernier point, c'est avoir une plateforme de pilotage qui soit unique. Faire en sorte que je puisse piloter mon cloud de manière globale et mon hybride cloud de manière globale, que je puisse piloter mes services applicatifs de la même manière que je sois sur mon cloud privé ou que je sois chez Azure, GCP ou AWS ou que je sois éventuellement sur mes sites Edge, que je puisse piloter mes sites Edge
et les services applicatifs qui vont tourner sur mon edge computing exactement depuis la même console, la même plateforme que celle sur laquelle je fais fonctionner mes services applicatifs traditionnels qui tournent sur mon cloud privé ou le cloud public. Le deuxième point qui nous est remonté et qui est vraiment significatif de la part des décideurs IT que l'on a interrogés, c'est sur le fait que 73% d'entre eux pensent ou sont en cours ou vont rapatrier les traitements du cloud public vers le cloud privé. Alors, il y a plein de raisons pour cela. La raison majeure, bien évidemment, mais ça n'est pas à nous, Nutanix, de dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais la raison majeure, c'est qu'un certain nombre de clients ont fait ce qu'on appelle du lift and shift. Ils ont pris des environnements qui fonctionnaient on-prem et ils les ont tant bien que mal adaptés pour les porter sur le cloud public. Et rapidement, on se rend compte que ce mode de fonctionnement a ses limites. Alors ça fonctionne si c'est des environnements et des besoins saisonniers. Ça fonctionne moins bien d'un point de vue économique si ce sont des traitements qui durent dans la durée. Toutes les études démontrent effectivement que lorsque j'ai un environnement extrêmement stable en termes de fonctionnalité et de consommation de ressources, il est vraisemblablement économiquement plus rentable de le faire tourner on-prem que dans le cloud public. Si je n'ai pas modifié fondamentalement mes environnements applicatifs. Si j'ai modifié fondamentalement mes environnements applicatifs pour tirer profit des technologies de conteneurs disponibles, pour tirer profit du meilleur cloud public à un moment donné, de la possibilité de répartir des traitements et d'utiliser toutes les fonctionnalités qui font que je consomme de la ressource que lorsque j'en ai réellement besoin dans le cloud public, c'est un autre débat. Et donc, ce que ces clients nous remontent, c'est fondamentalement ce dont j'ai besoin, c'est de maîtriser ce que je fais. J'ai besoin de maîtriser ce que j'utilise, où je l'utilise, quelles sont les fonctionnalités de sécurité, quel est l'impact sur la sécurité globale de mon système d'information en fonction de mes services applicatifs, où est-ce qu'ils tournent. S'ils tournent dans le cloud public ou dans mon cloud privé, je dois être à même à tout moment de maîtriser le coût de ce que j'utilise, là où j'utilise, et de fournir des outillages, un outillage qui me permettent de migrer des workloads, de migrer des services applicatifs, tout ou partie de services applicatifs, d'un endroit A vers un endroit B et d'introduire suffisamment d'intelligence dans ces outillages pour m'aider à le faire. Pour m'aider à le faire de manière automatique, si possible transparente. Migrer d'un environnement A, d'une plateforme A à une plateforme B et revenir de B vers A n'a aucun sens en tant que tel, d'un point de vue business. Ça ne fait que consommer les ressources, consommer du temps. Ça n'apporte absolument aucune valeur. Ce que demandent les clients, c'est simplement un outillage, des outillages qui me permettent de le faire, si possible, de manière le plus simple possible et si possible, de la manière la plus automatisée possible. Enfin, troisième point qui nous sont remontés par ces clients, c'est un fonctionnement de cloud hybride la mise en œuvre d'un cloud hybride fonctionne globalement en 3 étapes qui sont superposables, qui sont parallélisables éventuellement, mais qui vraiment prennent en compte ces 3 étapes. La première, c'est moderniser son système d'information interne. Alors, moderniser son système d'information interne, ça signifie passer à un modèle qui ressemble au cloud public pour avoir globalement la même agilité et la même flexibilité que dans le cloud public. Ça veut dire quoi, un modèle qui ressemble au cloud public? C'est baser son modèle sur du logiciel, exclusivement logiciel, pour être totalement indépendant du matériel. Baser son modèle sur des fonctionnalités de type web scale, donc utiliser du commodity hardware, du serveur x86 typiquement, que je vais pouvoir faire scaler aux besoins en fonction de mes besoins. Je peux démarrer petit et grossir. Comme dans le cloud public, j'ai besoin de A, demain j'ai besoin de 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus de puissance. La puissance est disponible. De la même manière, dans mon infrastructure privée, il faut que je modernise pour pouvoir tirer profit de cela. Être complètement indépendant du matériel, ça veut dire aussi bénéficier des dernières technologies dans quelques années. C'est 100% automatisable. Garantir que j'ai toutes les API et que mon système soit fondamentalement basé sur des API pour que je puisse à tout moment déployer, faire ce que je veux faire, c'est déployer mes environnements applicatifs en utilisant les API sur mon cloud privé ou sur du cloud public. C'est bien évidemment être aussi
complètement disponible et très hautement disponible. Le cloud public, on a vu tout à l'heure une présentation où effectivement le cloud public annonce des disponibilités relativement faibles quand je compare au cloud privé. Dans les faits, la disponibilité du cloud public, elle est très bonne. Quand vous regardez le nombre d'incidents qu'il peut y avoir dans le cloud public, c'est relativement faible par rapport à la charge de travail et au nombre d'utilisateurs, au nombre de clients, au nombre de machines virtuelles qui tournent, au nombre de conteneurs, de services applicatifs qui peuvent tourner dans le cloud public et la volumétrie gérée. Eh bien, l'objectif, c'est de construire une infrastructure on-prem qui soit globalement avec le même niveau de sécurité et de disponibilité que le cloud public. Et ça n'est garanti que si et seulement si, certes le matériel devient de plus en plus fiable, mais que si et seulement si le logiciel qui fonctionne sur ce matériel, indépendamment du matériel, se charge de pallier à toute défaillance possible du matériel sous-jacent. La deuxième étape qui peut se passer en parallèle de la première, c'est développer un catalogue de services. C'est-à-dire, par défaut, je dois construire un catalogue de services pour rapidement mettre à disposition quelque chose à mes utilisateurs qui leur permette d'avoir une perception du système on-prem comme étant celle du cloud public. Je mets à disposition un catalogue de services qui me permet de consommer de la ressource, qui me permet de consommer des applications de la même manière que dans le cloud public. Et puis enfin, moderniser ces applications. En parallèle, là encore, c'est tout à fait possible de le faire, comme ça a été démontré, c'est commencer à utiliser de la technologie de containerisation, développer des applications dites de cloud native, qui vont pouvoir être déployées de manière complètement transparente sur le on-prem et le off-prem. Maintenant, l'objectif de Nutanix, c'est de répondre à ces enjeux en fournissant une plateforme exclusivement logicielle qui est totalement indépendante du matériel. Nos partenaires d'HPE ont parlé ce matin d'une technologie d'hyperconvergence. Donc, on est un des leaders de l'hyperconvergence. On a 10 ans d'existence. On est considéré comme le Gartner, comme le leader. Je ne vais pas revenir sur l'hyperconvergence. On a été les premiers à en faire sur le marché. HPE est un partenaire important aussi de Nutanix, puisqu'on a signé un accord il y a quelques mois où HPE aussi est capable d'utiliser la technologie de Nutanix sur leur offre GreenLake. Donc on est indépendant du matériel, on est indépendant de l'hyperviseur. Là, je disais tout à l'heure, ne pas être loqué à un hyperviseur. On supporte tous les hyperviseurs du marché, y compris le nôtre, qui est compris dans la plateforme, qui a pour objectif de pouvoir transporter de la machine virtuelle de A vers B, d'un cloud privé vers un cloud public. Mais au-delà des machines virtuelles, on a rajouté tout un ensemble de services sur la plateforme qui a pour objectif de fournir le même niveau de service global d'une plateforme de cloud privé Nutanix tel que l'on peut l'avoir dans le cloud public. Typiquement, non seulement on sait héberger de la machine virtuelle, mais on sait héberger des conteneurs par défaut avec du Kubernetes 100% vanilla d'origine Google sur la plateforme Nutanix pour être à même de commencer à développer des applications cloud natives qui pourraient être transposées dans le cloud public, quel que soit le cloud public. On a des modules de gestion de base de cycle de vie de la base de données en continu. On a des modules de déploiement des environnements de postes de travail virtuels qui nécessitent absolument aucune infrastructure et logiciel Nutanix on-prem. Tout est mode SaaS. On a des modules qui permettent de piloter la partie financière de sa consommation dans l'ensemble des clouds publics. On a tout un ensemble de services qui permettent de construire son cloud privé exactement de la même manière que je pourrais utiliser un cloud public, et surtout des modules qui sont complètement ouverts au cloud public, puisque les modules d'automatisation typiquement qui sont disponibles sur la plateforme permettent de prendre en compte le déploiement des environnements applicatifs soit cloud natif sous forme de conteneurs, soit sous forme de machines virtuelles, soit un mix de conteneurs et de machines virtuelles, sur un cloud privé Nutanix, sur un cloud privé non Nutanix et sur n'importe quel cloud public. Voilà, j'en ai rapidement fini. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la plateforme Nutanix et l'ensemble des services que l'on a même d'offrir au-delà de l'hyperconvergence, bien évidemment, qui est notre cœur historique de métier, mais sur lequel on a rajouté beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On est présent, bien évidemment, aussi à l'entrée, comme tous les autres intervenants de cette matinée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.